Sud FM, la radio référence. Sud FM. Il est 22h. Sud. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal, les éleveurs du Sénégal prennent leur destin en main. Ils se penchent sur le projet du code pastoral pour tenter d'apporter des solutions définitives aux conflits récurrents et souvent meurtriers entre éleveurs et agriculteurs. Tentative de spoliation foncière à Yoff Tongor, la DSCOS accusée de partialité dans le traitement et la gestion du dossier par la famille de feu Boubacar Ndoye. La famille promet de porter plainte devant le procureur pour accélérer le traitement du dossier. Et puis le nouveau directeur du COUD a pris fonction ce lundi. L'accueil, l'orientation des bacheliers et la restauration constituent les priorités de Maguette Sène qui a pris fonction ce matin. Une passation de service aux allures de meeting politique. Vous allez suivre le compte rendu de Radicène. Le contradictoire et le journal de la santé complètent cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye. Marie-Rosa Lingaye. Le syndicat unique des éleveurs du Sénégal se penche sur le projet du code pastoral. C'est pour apporter des corrections avant qu'il soit voté afin de diminuer à défaut les conflits entre éleveurs et agriculteurs qui enregistrent parfois des morts d'hommes. Les éleveurs dénoncent l'arnaque de certains maires et le rétrécissement des parcours de bétail par les agriculteurs. Ismaël Sow du Conseil national de la Maison des éleveurs au micro de Birama Ndiaye. Aujourd'hui, les éleveurs ont examiné le projet code pastoral pour voir ce que nous pouvons ajouter. Parce que nous constatons que vraiment, nous avons tellement de problèmes au niveau des forêts avec les gardes forestiers, mais aussi nous avons des problèmes avec aussi des agriculteurs. Parce que les populations aussi, ils n'ont pas vraiment repéré sur les lois ou des décrets que l'État a fait. Ils sont organisés à leur manière. Nous pensons qu'il est important quand même que les éleveurs, nous réfléchissons aussi ensemble, nous verrons ce que nous pourrons ajouter et les contre-propositions que nous ferons aussi pour ajouter 2013 avec code pastoral. On a constaté aussi qu'il y a des problèmes, surtout au niveau là où doivent passer les animaux. Au niveau des champs d'agriculture aussi, il y a souvent des problèmes entre éleveurs et agriculteurs. Bon, avant-hier, il y avait les morts d'hommes à ce département de Fatick au niveau des communes d'Embar. Mais il y a aussi d'autres problèmes, un mort d'homme aussi dans le département de Kaffrine. Tous ces problèmes entre les éleveurs et les agriculteurs. Mais parfois aussi nos parents les agriculteurs, ils sont diminués les couloirs de passage. Moi je pense que vraiment dans notre pays on n'aime pas de problèmes. C'est que nous voulons que la paix. Donc c'est la raison pour laquelle que les responsables réunir aujourd'hui, réfléchir ensemble, mais nous verrons ce que nous pouvons ajouter dans ce procès code pastoral. Parce qu'il y avait tellement de problèmes sérieux que quand même je pense que c'est important que les éleveurs réfléchissent ensemble, mais mettre leur point de vue et que l'État aussi nous accorde son attention. Sinon, aussi il y aura des problèmes toujours parce que nous ne voulons pas vraiment que de difficultés. Je pense que le président de la République, il aime que la paix. Saisir les opportunités économiques rendent le secteur attractif. Tels sont entre autres objectifs visés par le tout nouveau collectif des opérateurs agricoles de la région de Tambacounda. Ils espèrent de meilleures productions cette année grâce à la bonne pluviométrie. Boubacar Tamba. Un secteur agricole performant et promoteur de richesses, tel est le credo du collectif des opérateurs agricoles de la région de Tambacounda porté sur les fonds baptismaux et qui a installé au gouvernail Papa Bandagay. Pour défendre nos intérêts, parce qu'on était là, nous tous éparpillés et on ne savait même pas qui fait quoi. Donc ce cadre va nous servir un intervalle entre nous et les partenaires financiers et techniques. Donc on s'est regroupés en un seul bloc pour mieux servir et être en phase avec la politique agricole de l'État du Sénégal. C'est juste appuyer, organiser, renforcer les acteurs au niveau de la base. Tous diront nourrir l'espoir de réaliser cette année des productions records grâce aux tout-puissants mais aussi aux semences et intrants de qualité mis en place à temps par les pouvoirs publics centraux. Boubacar Tambacounda, Sud-Afrique.
Tentative de spoliation foncière à Yoff Tongor, la famille de feu Boubacar Ndoye de Yoff dénonce une injustice et déplore la manière avec laquelle la DSCOS a géré leur dossier. La famille s'étonne des lenteurs et du dilatoire dans ce processus et compte saisir le procureur de la République. Voici Mame Ndoye, membre de la famille, au micro de Amadou Moustapha Dia. Et suite à ça, on n'a pas eu de nouvelles. On est retourné à la DSCOS plusieurs fois. Ils ont fini par nous dire que la personne qui nous avait interviewé a été mutée dans une autre région. Donc on a dit que c'est pas une raison, mais bon, on a continué à retourner mettre la pression sur DSCOS. Ils ont fini par nous dire qu'ils ont perdu le dossier. Donc voilà. Et là, je repasse. Le gardien me rappelle il y a une semaine pour me dire qu'il y a d'autres personnes qui reviennent à nouveau pour casser la maison. Il a vendu à 50 millions avec des gens qui connaissent bien le système, qui vont faire le tout pour gagner du temps et déposer un bail pour finalement dire qu'ils ont un vrai bail et que nous, on a finalement des papiers précaires de la collectivité. C'est des montages bien connus et se trouver des papiers là où les gens, comme mon papa qui ont galéré pendant des années, n'ont pas pu obtenir de papiers. Le gars, il débarque en deux temps, 3 mouvements, il sort son bail et il se dit j'ai tous les droits. C'est des choses. C'est votre famille qui a bien vendu la maison? Oui, une promesse de vente, oui. C'est la famille héritière. Et ça c'est pas terminé. Et donc, du coup, avec la complicité de la DSCOS, de l'administration, comme d'habitude, ils sortent des papiers, on sait de nulle part. Vous allez à Yoff, 90% des maisons dans le village de Yoff n'ont pas de bail, ni de titre. Du coup, vu que la première fois, on a mis vraiment tout notre espoir sur la DSCOS qui est là vraiment et qu'on n'a pas été écouté, le dossier n'a même pas été traité. On sort vraiment très déçus de cela. Et on est reparti à la DSCOS une deuxième fois. C'est le dossier, le numéro du dossier est là, tout est là. On a gardé la photocopie de la plainte. Donc c'est à vous, du coup, on a pris un avocat pour porter auprès du procureur, pour obliger ces gens-là à faire leur travail, à défendre les citoyens. C'était donc Mame Ndoye, membre de la famille de feu Boubacar Ndoye de Yoff, qui se dit victime de tentatives de spoliation foncière. Nos tentatives d'entrer en contact avec la DSCOS pour des éclairages sont restées vaines. Toutefois, nos antennes leur sont ouvertes. Le nouveau directeur du COUD a pris fonction ce lundi. Abdoulaye Seydi Sow lui a passé le témoin. Son travail magnifié par les étudiants et le personnel du COUD. Maguette Sène fait de l'accueil, l'orientation des bacheliers et la restauration ses priorités. Il s'engage à poursuivre les chantiers de son prédécesseur. La cérémonie de passation aux allures de meeting politique a eu lieu à l'UCAD Radicen. Entre chants et éloges, l'on se croit dans un meeting politique. Une salle archi-comble, même à l'extérieur. Les chaises proposées aux invités venus assister à la passation de service ne semblent pas suffire. Abdoulaye Seydi Sow, ancien directeur général du COUD, s'en va après 17 mois passés à la tête du COUD, laissant derrière lui des chantiers inachevés malgré ses différentes réalisations. Nous avons apporté des réformes, c'est vrai. Nous avons apporté des changements, monsieur le directeur général. Mais il reste beaucoup à faire. Monsieur le directeur général, vous avez encore des chantiers. Le premier chantier, c'est la digitalisation. J'ai essayé, mais je n'ai pas. Je vous souhaite bonne chance, vous puissiez le faire. Mais le deuxième chantier, c'est la rationalisation de nos effectifs. J'ai essayé, je n'ai pas pu. Troisième grand chantier, c'est de remettre totalement les grands principes qui fondent une administration dans le cœur de chacun d'entre nous. Conscience de ce qu'il attend, Maguette Sène, le nouveau directeur général, s'engage à poursuivre les chantiers de son prédécesseur et compte relever le défi de l'accueil, des orientations des bacheliers et de la restauration. Une attention particulière sera accordée à l'accueil et l'orientation des nouveaux bacheliers. Le maximum sera fait pour les mettre dans des conditions optimales pour assurer une harmonieuse insertion dans l'espace. Je tiens à préciser que je ne suis pas venu ensuite mener d'une baguette magique avec la prétention d'apporter des solutions. Le nouveau directeur général va adopter une démarche participative. Des séries de concertations seront lancées dès sa prise de fonction afin de tracer les grandes lignes d'un plan d'action.
Rentrée scolaire 2020-2021, Méré, une commune du département de Tivaouane, prend les devants pour le respect du protocole sanitaire dans les écoles. Le matériel de protection contre la Covid-19 a été distribué à l'occasion de la cérémonie de don de fournitures scolaires, des dons évalués à 10 millions de francs CFA, nous dit Babacar Sow. Rentrée scolaire cette année, la commune de Ngaye Mékhé dans le département de Tivaouane prend les dispositions particulières contre la Covid-19. Une commune qui a mis en place un matériel de protection au niveau de tous les établissements scolaires qui sont déjà désinfectés selon le maire qui revient ici sur le respect du protocole sanitaire par le personnel enseignant, les élèves et les parents d'élèves. Maguette Wade, maire de la commune de Ngaye Mékhé. Nous avons pris des dispositions particulières à Méré pour désinfecter les écoles, pour mettre à disposition du matériel de protection. Nous avions fourni également des masques et nous avons été dans tous les établissements pour nous assurer que le protocole sanitaire est respecté par les enseignants, par les élèves et par les parents également. C'est le même mot d'ordre au niveau des écoles, c'est de respecter le dispositif sanitaire, c'est-à-dire le protocole. Et nous allons faire le tour des écoles. Nous attendions que les fournitures soient remises aux établissements pour que nous fassions à partir de demain le tour pour nous assurer que tout est en règle et que le protocole est une priorité. Ngaye Mékhé, une commune où les écoles ont été débroussaillées par les jeunes volontairement à la place de la commune. Fatou Diagne Sil, présidente de la commission éducation de la mairie, nous dit ici que l'institution a dégagé 10 millions CFA pour doter les écoles de fournitures scolaires. En cette période, il s'agissait de débroussailler. Des jeunes se sont engagés à le faire, des jeunes très conscients se sont engagés à le faire. Là où la municipalité débloquait de l'argent à le faire, des jeunes de la commune se sont engagés et pratiquement toutes les écoles de la commune sont vraiment nettoyées et ont accueilli les élèves vraiment dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, la mairie a donné des fournitures d'une valeur de 10 millions. La nature des fournitures, c'est des cahiers, des stylos, des ardoises, du matériel de géométrie, des feuilles blanches, parce que vous savez maintenant, avec le nouveau format, la plupart des évaluations sont faites sur du papier. Tivaouane, Babacar Sow depuis Ngaye Mékhé pour Sud FM. Le ministère de la fonction publique et du renouveau du service public déroule sa deuxième phase de la caravane du service public dans la période du 16 au 17 novembre 2020. Cette tournée qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la modernisation de l'administration vise à rapprocher l'administration des usagers. Adam Ndiaye. Le ministère de la fonction publique et du renouveau du service public déroule sa deuxième phase de la caravane du service public dans la région de Diourbel. Cette tournée qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la modernisation de l'administration vise à rapprocher l'administration des usagers. Madame Maria Massar est le ministre de la fonction publique et du renouveau du service public. Cette caravane entre dans le cadre du programme d'appui à la modernisation de l'administration, de même que l'installation du bureau relais. L'objectif, c'est de préciser qu'il y a un vaste chantier de rénovation au niveau du service public. Et cette rénovation consiste à mettre à disposition des usagers les offres de services dont ils ont besoin chez eux. Cela va permettre aux agents de l'État de s'enquérir de leur situation administrative, de voir le niveau d'avancement des actes d'avancement en échelon. Cela permet aussi aux jeunes qui sont soucieux d'enseigner ailleurs ou de faire des activités en dehors de l'administration publique de pouvoir disposer de l'attestation de non-appartenance à la fonction publique. Les syndicats d'enseignants regroupés au sein du G7 ont tenu à remercier le ministre pour l'installation du bureau relais de Diourbel qui permet aux enseignants de pouvoir régler leurs problèmes administratifs sans pour autant se déplacer à Dakar. Moussa Diallo est le porte-parole du jour du G7. Que ce bureau qui vient d'être ouvert soit quelque part renforcé en agent pour permettre de prendre en charge l'ensemble des actes administratifs dans la gestion administrative à laquelle l'agent est confronté. Le ministre a par ailleurs inauguré le bureau relais de Diourbel qui permet de traiter entre autres le point relatif à la retraite. Il s'agit d'informer les intéressés sur le type de dossier à déposer pour éviter les retards dans les actes de radiation. Diourbel Sud FM, Adam Ndiaye. Et puis parlons de cet incendie qui s'est déclaré au Crédit Mutuel du Sénégal de Talibomak, à l'origine d'un court-circuit qui a ravagé la salle d'archives. Il n'y a que des dégâts matériels. Les sapeurs-pompiers ont réussi à circonscrire le feu. Écoutons le chef d'agence du Crédit Mutuel de Talibomak, Amat Ndiaye, avec Moussa Cham. En fait, c'est un petit court-circuit. C'est parti d'un petit court-circuit qui a éclaté une lampe au niveau de l'agence. Et voilà,
Avec cet écartement-là, il y a eu des étincelles qui sont tombées sur les archives de la caisse. Et tout est parti de là, puisqu'on avait des archives assez importantes au niveau de l'agence. Voilà, le feu s'est enclenché par rapport à ça. Et puis voilà, on a essayé d'éteindre automatiquement. Ça a été pris en charge. On a appelé la caserne de Guédiawaye. Le directeur régional était là, comme l'a dit tout de suite le directeur régional, le maire était là, la police était là pour essayer de sécuriser cet incendie-là et faire en sorte que l'incendie n'est pas aussi grand ampleur pour qu'on puisse être fonctionnel. D'accord, le feu a été maîtrisé. Voilà, ça a été maîtrisé. Et on a grand espoir qu'on pourra reprendre les activités au plus tard demain, Inch'Allah. Alors, ce qui concerne les archives, est-ce qu'ils ont été très bien sécurisés avant? Oui, en fait, ce sont des archives qui datent de plus de 10 ou 15 ans. Mais les archives actuelles sont des archives qui sont très bien sécurisées. Maintenant, ce sont des archives normalement qui devaient être destinées à la destruction parce que des archives qui font plus de 15 ans, voilà, normalement ça ne doit plus être au niveau de la caisse. C'était en voie de destruction, mais bon, Dieu a fait que, avant que ce ne soit fait, il y a eu ce problème-là. Seulement les archives qui sont cotées en fumée, l'argent est bien gardé? Oui, c'est bien gardé. Il n'y a pas de souci par rapport à l'argent des sociétaires. C'est bien sécurisé. Voilà. Pas de blessés? Non, il n'y a pas de dégâts. Il n'y a que des dégâts matériels qui concernent les archives. Mais concernant l'argent et les personnes physiques, il n'y a pas de souci. Tout le monde se porte bien. Le contradictoire. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Le débat enfle sur les accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne pour l'exploitation de nos ressources halieutiques. Seulement pour le porte-parole du Conseil national des pêcheurs artisans du Sénégal, le CONIPAS, c'est plutôt un accord de coopération et non un accord de pêche entre deux entités. Occasion spécifique, il invite à un audit des fonds qui étaient alloués à la lutte contre l'immigration clandestine. Mamadou Diop Thioune est avec Adi Fatoubari. Mamadou Diop Thioune, bonjour. Vous êtes le coordonnateur du Comité national du dialogue social, pêche, aquaculture, ressources offshore, également porte-parole du Conseil national des pêcheurs artisans du Sénégal. La rareté du poisson est devenue un fait indéniable aujourd'hui et en dehors de ses conséquences économiques et biologiques, c'est une véritable question de survie qui se pose actuellement pour les pêcheurs artisanaux. À qui imputez-vous la faute? Je ne vais pas indiquer un des responsables, je vais indiquer des responsables. Les acteurs de la pêche, dans l'usage même des pratiques non durables de pêche, sont indéfais et responsables, d'une part. D'autre part, l'État. Et la population doit être interpellée à ce niveau. Nous sommes aujourd'hui en phase d'un changement climatique, d'un dérèglement climatique, d'un dérèglement des trajectoires de migration. Les systèmes de pratiques de pêche qui sont aujourd'hui instaurés ne sont pas favorables au développement de la pêche. Et en plus que l'État est en train de faire un programme dans lequel il a inclus tous les CLPA avec à la tête des coordinateurs des acteurs non étatiques, que sont les pêcheurs eux-mêmes. Donc c'est une responsabilité collégiale qu'il faut se partager. Les mauvaises pratiques de pêche sont fortement décriées au moment où de nouveaux accords de pêche sont renouvelés entre le Sénégal et l'Union européenne, ce qui devrait permettre à 45 navires européens de pêcher au moins 10 000 tonnes de thon et 1750 tonnes de merlu noir par an. Comment appréciez-vous ces accords? L'accord de coopération de pêche qui indique aujourd'hui que le Sénégal est membre de cette coopération n'engage pas aujourd'hui l'État du Sénégal individuellement. Je veux dire par là que l'espèce thonière n'appartient pas au Sénégal. C'est une espèce qui migre et qui traverse toutes les frontières dans les eaux internationales en haute mer. L'accord de coopération concerne l'Afrique de l'Ouest. Et au moment des traversées de chaque pays, il y a des redevances qui sont allouées aux pays traversés et qui sont responsables en ce moment des stocks. Le Sénégal a 55 000 tonnes dans ses stocks. Il en avait exploité les 14 000 et aujourd'hui on en a diminué 4 000 et c'est 10 000 tonnes qui sont attribuées aux bateaux de l'Union européenne qui sont régis conformément à l'article 62 de la Convention des Nations Unies où aujourd'hui l'excès des taux admissibles capturables peut être accordé en accord. Ça veut dire que donc il y a un excédent qui est accordé à ces navires dans le quota alloué par pays. Et ce quota est alloué par la Convention de coopération des tonidés qu'on appelle l'Institut ICAT qui fait l'évaluation.
le protocole là devrait passer à l'Assemblée nationale, comme le fait aujourd'hui l'Union européenne. C'est un accord de coopération, mais pas un accord de paix dans la zone exclusive économique où nos ressources sont aujourd'hui en baisse. Il ne peut y avoir d'accord de pêche direct. C'est pour cela que cet accord a été reconnu depuis 2006. Et en 2014, le Sénégal l'a révisé. Et en 2019, il y a une reconduction tacite. Et je dois vous dire, au moment de cet accord, les acteurs de la pêche étaient autour de la table dans l'évaluation. Et le CONIPAS, qui est le Conseil interprofessionnel, avait mandaté son secrétaire général, qui était accompagné de Gaussou, à la commission d'évaluation au ministère de la Pêche. Le phénomène de l'immigration clandestine a repris de plus belle ces dernières semaines au Sénégal et le fait nouveau, ce sont les pêcheurs qui figurent sur le lot de ces candidats. Qu'est-ce que vous préconisez pour mettre un terme à ce fléau et inciter ces jeunes pêcheurs à rester au pays exercer leur métier? C'est des ambitions personnelles des uns et des autres, c'est les responsabilités des familles et la responsabilité de certains acteurs de la pêche, capitaines et propriétaires de pirogues qui ont cédé leur embarcation dans ce problème. Que 2005 à 2009, des problèmes ont été réglés au Sénégal, qui a signé l'accord de rapatriement et de réadmission, comme le Maroc, comme la Mauritanie, et que la migration aujourd'hui a reçu beaucoup de fonds d'insertion et d'intégration. L'accord de 2009 avait connu des accords de coopération et même des accords de contrat de travail, où moi-même qui vous parle, étant le coordinateur du comité dialogue social, avions bénéficié à son temps des contrats de travail dans le secteur de la pêche qu'on appelle la formation de pêche à l'extérieur et l'insertion et l'intégration de ces jeunes au niveau des contrats. Cette insertion maintenant a été détournée de ses objectifs et depuis lors, ceux qui étaient retournés de l'Espagne vers l'Afrique, vers le Sénégal, devaient bénéficier d'un appui, mais malheureusement ce fonds a été inclus dans des activités politiques qui incluent le régime passé de Abdoulaye Wade. Mamadou Diop Toun, Sud FM vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du Comité national du dialogue social, pêche, aquaculture, ressources offshore et également porte-parole du Conseil national des pêcheurs artisans du Sénégal, le CONIPAS. Pour plus de transparence dans le secteur de la pêche, le Sénégal gagnerait à adhérer à la FIFIT, Initiative pour la transparence des pêches, estime le Forum civil. Avec ses standards de transparence proposés, cela permettrait de résoudre définitivement la problématique des accords de pêche et leur système d'attribution. Le coordonnateur de la FITI pour l'Afrique de l'Ouest, Mansour Ndour, répond à Adi Fatoubari. Mansour Ndour, bonjour. Vous êtes le coordonnateur de la FITI, l'Initiative pour la transparence des pêches pour l'Afrique de l'Ouest. Que peut rapporter au Sénégal et surtout au secteur de la pêche l'adhésion de notre pays à la FITI? Le Sénégal pourra bénéficier de nombreux avantages s'il adhère aux standards de transparence de la FITI. Le premier, c'est avoir un leadership au niveau international en ce qui concerne la transparence. Donc au niveau international, ça va réconforter, renforcer la position du Sénégal en tant que pays leader dans la bonne gouvernance à travers le monde. Au niveau économique, le Sénégal, vous savez, le secteur de la pêche est confronté à des pertes biologiques et économiques, mais énormes. Donc la transparence va permettre de réduire ces pertes-là pour le pays. Donc du point de vue économique, le Sénégal va tirer beaucoup d'avantages par rapport de son adhésion à la FITI. Le troisième avantage, actuellement il y a un conflit social entre les acteurs, même entre les acteurs, mais aussi entre les acteurs et le gouvernement. L'adhésion du Sénégal à la FITI va permettre d'apposer le climat social, va permettre d'améliorer la confiance entre les parties prenantes, mais aussi d'assurer une meilleure visibilité de l'action gouvernementale. Parce que le gouvernement met en œuvre beaucoup d'actions, mais ces actions sont malheureusement inconnues des professionnels. Avec la FITI, la FITI va permettre d'un côté d'assurer la visibilité de l'action gouvernementale, mais de l'autre côté de faire participer les acteurs à la gestion durable des ressources. Parce que sans information, nous ne pouvons pas participer véritablement à la gestion durable des ressources. Et l'autre point important, c'est la question de la sécurité alimentaire. Le Sénégal est un pays, le plan national, je pense que c'est le Tchéboudian. Lorsqu'on parle de Tchéboudian, on parle de poisson. Mais si on ne gère pas durablement les ressources, c'est des problèmes de sécurité alimentaire.
Du point de vue de l'emploi, le Sénégal, la pêche génère 600 000 emplois officiellement. Si ce secteur-là n'est pas bien géré, c'est des pertes d'emplois. Vous parlez de transparence, notamment dans les licences et accords de pêche, au moment où justement l'attribution de ces licences est décriée par beaucoup. Est-ce que cela sous-entend que le système d'attribution de ces licences n'est pas conforme aux exigences même de la FITI? Actuellement, le système n'est pas conforme aux exigences de la FITI. Parce que relativement aux accords de pêche, aux licences de pêche, on demande au pays de publier la liste de tous les navires autorisés à pêcher au Sénégal. Et même la liste des navires sénégalais autorisés à pêcher dans les autres pays. Et comme vous le savez, ce registre-là n'est pas disponible, n'est pas publié en ligne. Et les acteurs ont souhaité disposer de ce registre-là et ont fait des demandes à l'endroit des autorités, mais jusqu'à présent, ce registre n'a pas été publié en ligne. Le Sénégal s'était engagé en février 2016 à adhérer à la FITI par la voix du président Macky Sall. 4 ans après, cela tarde toujours à se concrétiser. Selon vous, où se trouve le problème? En 2016, lorsque le président de la République s'est engagé à rejoindre la FITI, cela avait suscité beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de fierté. Parce qu'enfin, on avait estimé que véritablement la pêche est sur la voie du développement durable, de la gestion durable. Depuis 2016, malheureusement, le processus, le Sénégal n'a franchi que 2 étapes. Et depuis 2016, nous restons bloqués à la désignation du ministère de tutelle. Nous ne comprenons pas exactement quel est le problème, mais nous souhaitons que le président prenne les mesures appropriées pour permettre au processus de se poursuivre au Sénégal, avec notamment la prise d'un décret pour désigner le ministère de tutelle, mais la prise d'un décret pour désigner le haut responsable FITI et la prise d'un décret pour désigner le groupe national multipartite. Parce que, comme vous le savez, nous respectons l'intégrité des pays. Mansour Ndour, Sud FM vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'initiative pour la transparence des pêches, la FITI, pour l'Afrique de l'Ouest. Sud FM chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Les activités du Centre national d'appareillage et d'orthopédie CNAO seront décentralisées de régions avec la construction ou la réhabilitation de bâtiments destinés à rendre ces prestations accessibles aux populations locales. Selon l'agence de presse sénégalaise, le financement déjà acquis par l'État du Sénégal est intégré dans le plan d'investissement sectoriel et de réforme qui va bientôt être adopté. Les premières régions ciblées dans le cadre de la première phase sont Saint-Louis, Thiès, Tambacounda et Ziguinchor. La journée mondiale de la pneumonie a été célébrée le jeudi 12 novembre pour combattre la maladie et sauver des vies. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale compte renforcer le plaidoyer et la communication à tous les niveaux par une série d'activités. Une cérémonie de réception de matériel et de médicaments va se tenir le 19 novembre. La pneumonie est une infection respiratoire aiguë affectant les poumons. Elle tue plus que le sida, le paludisme et la rougeole réunis. Première cause de mortalité chez l'enfant de moins de 5 ans. Elle tue chaque année dans le monde près d'1 million d'enfants. Les décès dus à la rougeole ont augmenté de 50% dans le monde entre 2016 et 2019 pour atteindre 207 500 morts en 2019. Après les progrès réguliers réalisés à l'échelle mondiale entre 2010 et 2016, le nombre de cas de rougeole recensés a augmenté progressivement pour atteindre son niveau de 2019. Comparant les données de 2019 au nombre de cas historiquement bas de 2016, les auteurs expliquent que cette hausse du nombre de cas et de décès s'explique principalement par une vaccination insuffisante des enfants qui doivent recevoir en temps voulu 2 doses de vaccin. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, à 22h passées de 30 minutes, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Papa Laïdier qui était à la partie technique. Tout de suite, la chronique Sud Nutrition.